Bonsoir à tous, bienvenue à cette revue de presse du 19 novembre. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous ce soir. On a un beau programme devant nous. J'ai pris le temps de préparer 2 ou 3 dossiers qui ont attiré mon attention, puis je voulais qu'on prenne le temps de commenter ensemble ce soir. D'abord, en premier temps, on va parler un peu de cette décision de la CAQ, du gouvernement du Québec, donc du gouvernement Legault, d'interdire la vente de véhicules à essence d'ici 2035. C'est peut-être quelque chose qui a passé inaperçu pour beaucoup de gens parce que c'est pas nécessairement le meilleur moment en ce moment pour parler de tous les dossiers d'environnement, mais c'est quelque chose que plus politiquement, stratégiquement, je voulais parler avec vous parce que ça peut paraître un peu contre-intuitif pour le gouvernement de la CAQ de faire ça, mais en fait, c'est très intelligent là, dans le contexte, puis on y reviendra plus tard. Dans un deuxième temps, je veux qu'on se parle aussi d'un épisode absolument fascinant qui s'est déroulé entre la Chine et l'Inde, deux grands ennemis stratégiques de la région qui ont failli en venir aux armes durant l'été 2020. Ça a été quelque chose aussi qui a été largement ignoré en raison d'abord de le climat général d'insouciance au Québec en termes en tout ce qui a trait de l'actualité internationale, mais également aussi à cause de la pandémie, tout simplement. Il faut comprendre que même plus largement dans le contexte mondial, on n'a pas parlé énormément de toutes ces questions de sécurité autant qu'on en parlerait normalement. Beaucoup de choses se sont passées cet été, notamment bien sûr la Chine et l'Inde, mais aussi on pourrait penser à la Turquie, on pourrait penser à des épisodes qui sont passés dans le nord-ouest de la Chine, au Xinjiang, on pourrait parler... C'est un été extrêmement chargé, même des derniers mois très chargés dans l'actualité internationale. Et s'il y a quoi que ce soit qui est triste avec la situation actuelle quant au COVID, c'est qu'on rate tous ces épisodes-là qui, soyons très clairs, le COVID est directement relié à tout ça. Mais un peu parce qu'on est tellement obnubilé par cette seule actualité-là, on en oublie de regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Quand je parlais que c'est directement relié l'un à l'autre, c'est que la COVID, on le réalise à l'échelle internationale, a été vraiment n'a pas changé grand-chose. Et ça peut paraître comme étant une affirmation un peu frivole que de dire que la COVID n'a pas changé grand-chose à l'échelle internationale, mais c'est vrai. Quand on veut penser à est-ce qu'il a changé quelque chose, il faut chercher qu'est-ce qui a changé qui n'était pas déjà sur cette trajectoire. C'est pourquoi, moi personnellement, et pour beaucoup d'observateurs d'ailleurs, on préfère parler d'un accélérateur du changement déjà en cours quand on parle de la COVID. La COVID aura accéléré beaucoup de phénomènes, mais n'aura pas changé grand-chose. Elle aura accéléré la chute de l'Empire américain, la montée de la Chine comme hégémonie mondiale, ce monde bipolaire ou même multipolaire qu'on avait même avant la guerre froide et que voulaient retrouver beaucoup d'États à travers le monde. On est en train de voir un retour à ça, une accélération d'un phénomène déjà en cours aussi. Quand on regarde également la montée de la Chine, quand on regarde la remilitarisation de la Russie, quand on regarde la chute de l'Union européenne, la chute des grandes organisations mondiales, des institutions internationales comme l'OMS, comme l'ONU. Tout ça, ce sont des phénomènes qu'on voyait venir depuis très longtemps. Certains parleront de populisme. Le populisme aussi, on le voyait monter, on le voyait venir. Donc, je pense que la COVID, s'il y a quoi que ce soit, aura accéléré beaucoup de ces phénomènes. Même au sens plus pratique de la chose, pensez au télétravail. Depuis combien d'années on voyait venir que le télétravail allait devenir de plus en plus une méthode répandue de vivre sa vie, et tout simplement à cause des avantages que ça permettait. C'était seulement une question d'adaptation. On arrive là-dedans. Donc, je veux qu'on se parle tout à l'heure des développements en Chine et en Inde. Et en troisième temps, on se parlera d'une histoire assez cocasse qui s'est déroulée cette semaine au Parlement canadien virtuel avec la députée de Saint-Laurent, Mme Emmanuela Lambropoulos, je ne vais pas dire son nom, Emmanuela Lambropoulos, exactement, qui a commis toute une bourde sur la langue française, mais je pense que ça en dit très long sur l'état des choses au Canada actuellement, puis on aura la chance d'y revenir ensemble en troisième temps dernièrement. Donc, sans plus tarder, je vous mets ça à l'écran. Allons avec la première nouvelle de ce soir sur la Coalition Avenir Québec qui choisit... Vous avez atteint votre limite d'article. Donne-moi juste un instant, chérie. En passant, je vais vous faire une promesse. Je vais m'abonner à tous ces journaux, la presse, le Devoir, qui, pauvres eux, il faut leur donner, ils travaillent fort. On ne devrait pas sauter les publicités puis sortir en navigation privée pour avoir accès à leurs articles. Je ne devrais pas faire ça. Anyways. Donc, voilà l'écran. La vente de véhicules à l'essence interdite dès 2035. C'est très bientôt 2035. En passant, on a tendance des fois à voir ça comme une éternité, mais il faut voir qu'on est en 2021 déjà. Ça laisse à peine 15 ans pour une transformation du marché qui, en ce moment, n'est pas à cette échelle-là. Pour vous mettre un peu de contexte,
Le gouvernement canadien, parce qu'on sait, ça, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un dossier comme ça. D'abord, beaucoup de pays dans le monde poussent pour dire on devrait interdire les véhicules à essence et on devrait le faire même avec une date fixe. Et c'est un peu, disons, il faut leur donner raison, c'est la seule manière de procéder. L'industrie de l'automobile est tellement grosse et tellement pesante, tellement importante dans l'économie que tu la bouges pas sur un 10 cents. Si jamais tu veux qu'il change et qu'on se mette qu'il change les modèles qui sont dans le showroom, qui sont chez les concessionnaires, il faudra évidemment qu'elles en développent des nouveaux parce que, écoutez, ouvrez un catalogue automobile, vous verrez qu'il n'y a pas énormément de choix encore là, pour ce qui est des véhicules électriques. Ça vient tranquillement. Les concessionnaires, les producteurs les producteurs de véhicules commencent de plus en plus à en faire. Mais le fait est que c'est encore une science qui est maîtrisée par quelques entreprises, Tesla notamment, qui a une longueur d'avance incroyable sur tous ses adversaires sur ce plan-là, notamment sur la durée de vie de la batterie, le temps de recharge, mais aussi tout ce qui vient autour, là, dans l'écosystème de la voiture électrique. Tesla, depuis déjà plusieurs années, ceux qui ont des Tesla le sauront, en est à déployer un énorme réseau à travers toute l'Amérique du Nord et même à travers plusieurs grandes villes d'Europe de bornes à recharge rapide qui rendent pour n'importe quel propriétaire de Tesla la consommation d'électricité à peu près virtuellement gratuite parce que la recharge, l'utilisation de ces bornes-là est incluse. Donc, c'est une révolution qu'on est en train de voir. Et si définitivement il y a des entreprises privées qui avaient déjà pris acte de ça et qui, devant ne serait-ce que la domination de Tesla et des premiers joueurs qui commençaient à s'approprier ce marché de luxe d'électrique, soudainement, les constructeurs un peu plus bas de gamme comme Toyota, comme Hyundai, comme toutes les entreprises qu'on voit dans les concessionnaires classiques et qu'on achète, vous et moi, ces voitures-là, par la force des choses, ont d'abord accès à des technologies électriques de moins en moins dispendieuses parce que par la force du marché, puisqu'il y a de plus en plus de clients et de plus en plus de constructeurs qui en font usage, on se retrouve avec des pièces qui sont produites à plus grande échelle au niveau des fournisseurs. Donc, c'est beaucoup plus facile d'acheter des batteries. Pensez à Tesla, qui a produit son énorme Gigafactory et qui en est maintenant à développer tout un réseau de Gigafactories, en fait, à travers le monde. Si vous regardez à quoi je fais référence, là, c'est à ces grosses usines-là qui sont en forme, paradoxalement, en forme de batterie, de piles, devrais-je dire. Et ces énormes usines-là sont en construction un peu à travers le monde. Vous en avez à Berlin, vous en avez en Europe, vous en avez également en Chine. Il y en a une qui a ouvert en Chine très récemment. Vous en avez aux États-Unis, à Fremont, Californie. Vous en avez également une au Texas. Donc, de plus en plus, ce réseau-là d'approvisionnement des technologies élémentaires nécessaires à la réalisation d'un véhicule électrique compétitif, tranquillement, ça devient de plus en plus abordable et de mieux en mieux déployé, notamment grâce à Tesla. Parce que, disons-le, Tesla, en ce moment, ne produisent même pas assez de batteries pour eux-mêmes. Il faut encore qu'ils achètent une quantité considérable de batteries. Si je me souviens bien de mémoire, c'est à Panasonic. Je ne veux pas dire de niaiserie, mais il y a une compagnie de batteries avec qui actuellement Tesla fait partenariat. Donc, tout ça pour dire, le marché s'en va dans cette direction-là. Il n'y a aucune question à avoir. Cependant, la seule manière de le faire, et pourquoi ça s'en va dans cette direction-là et ça s'accélère de plus en plus, c'est un peu grâce au gouvernement. Parce que si vous avez une base de gens, de peut-être 15, 20, 30 % des gens qui veulent un véhicule électrique, vous avez aussi une part considérable qui ne veulent rien savoir ou même qui n'en auront peut-être pas les moyens si jamais le marché ne rattrape pas l'écart qui existe en ce moment entre les véhicules à essence et les véhicules électriques. Ça reste pour beaucoup de gens beaucoup plus facile, disons-le, là, d'aller chercher un véhicule usagé à 2000, 2500 $, même 600 $, 500 $. Vous avez des véhicules vraiment pas chers qui vont rouler plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, quand on se met dans la peau de la classe moyenne et même de la basse classe moyenne, sinon des classes plus pauvres de notre société, ça fait beaucoup plus de sens, là, même passé 2035, de s'approprier, de s'acheter des véhicules qui sont à moteur, mais sur lesquels on va pouvoir faire suffisamment de maintenance et vont utiliser l'essence. Donc, la logique derrière le move des gouvernements, que ce soit en Angleterre, au Canada, partout dans le monde, même aux États-Unis, on en a parlé à un certain moment là, sous la présidence de Barack Obama,
cette idée-là de mettre une date fixe, c'est de dire, écoutez, nous, on ne veut pas 20, 30, 40 on veut 100 on veut que ce ne soit pas les consommateurs qui vous poussent à produire des véhicules électriques. On veut au contraire que ce soit les constructeurs qui forcent les consommateurs à adopter les véhicules électriques, ne serait-ce que, encore une fois, par la force du marché. Il y en a tellement, il n'y a que ça, c'est la meilleure offre, c'est le plus abordable. Quand tu regardes le marché de seconde main, marché usagé, c'est censé, le marché d'occasion, devrais-je dire, c'est des bons deals aussi au niveau électrique surtout, parce que tu comptes l'essence, etc., la maintenance. Donc, quand on va arriver à ce niveau-là, peut-être que ce sera intéressant pour les autres, pour tous les consommateurs d'embarquer, mais c'est là qu'on a besoin de l'intervention du gouvernement pour essayer de pousser le marché passer ce seuil de 40-50 dans lequel, si vous me demandez mon avis, probablement que l'industrie et que les constructeurs auraient été beaucoup plus à l'aise, là, de dire on aurait été hybride en termes d'offres aux clients, où vous avez une offre électrique et une offre à essence pour plaire à tout le monde. Probablement que c'est comme ça que ça aurait fini si ce n'était pas de l'intervention des gouvernements. Maintenant, j'entends déjà la critique de plusieurs d'entre vous qui diraient « Mais c'est le Québec, qu'est-ce qu'on fait le Québec à mettre des limites comme ça? Ça va seulement faire d'abord monter le prix des véhicules, étant donné qu'il y aura moins de constructeurs qui auront accès au marché québécois, mais aussi parce qu'il y aura moins de modèles qui seront adaptés au marché québécois. » C'est là-dessus que je veux apporter un peu de nuance et je veux vous rappeler qu'on n'est pas seul au monde. On s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus large, qui existe notamment en Angleterre. Je crois que c'est en 2035 aussi. Il existe aussi au Canada. Le Canada, l'objectif canadien, c'est 2040. Donc, en passant, le gouvernement du Québec, de la CAQ, serait plus ambitieux que le gouvernement du Canada là-dessus. Ce qui est quand même pas peu dire. Sur une question environnementale, Legault serait plus ambitieux que Trudeau. Du moins, avec ce qu'on a sur la table en ce moment, c'est ce qu'on voit. On y reviendra dans un instant. Donc, regardons un peu ce que ça nous dit ici. On dit qu'on veut donner un grand coup pour forcer le virage vers l'auto électrique. En ce moment, c'est 4 à 5 peut-être tout au plus, là, dépendamment des milieux là, de véhicules électriques qui sont vendus. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez marginal encore. Donc, cette mesure fait partie du plan pour une économie verte, ce plan qui a été tellement critiqué d'ailleurs. Comme nous le révélions, le gouvernement Legault veut qu'1,5 million de véhicules électriques circulent sur les routes du Québec d'ici 10 ans, soit près de 30 du parc automobile. Donc, c'est important de le mentionner. On ne se dit pas on s'en va à 100 en 2035. Il y a aussi des, comme on pourrait dire, il y a des balises au fur et à mesure qui sont importantes à atteindre. Notamment, on le dit maintenant, 30 d'ici 2030. Donc, on est en 2020, disons 2030, 2031. C'est déjà un gros objectif aussi. Si on part du principe qu'il y en a moins de 10 actuellement qui sont des véhicules électriques, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est dans ces eaux-là. Là, on est très, très loin d'être à 30 Donc, il y a un gros coup à donner dans les prochaines années. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de constructeurs qui sont déjà en train de faire ça. Comme je vous le dis, on ne leur forcera même pas la main pour atteindre jusqu'au premier 50 Je suis pas mal confiant que ça s'en allait déjà dans cette direction-là. Là où ça devient plus important, c'est dans les années suivantes, dans la dernière tranche de 10-15 ans, là, où là, le gouvernement du Québec va être obligé de forcer la main de ses constructeurs à suivre non seulement le gouvernement, mais aussi ses partenaires pour être capable de rentrer dans le marché québécois, qui n'est pas si gros que ça, seulement, on va dire quelques centaines de milliers de véhicules par année qui doivent être vendus. On n'est pas si gros que ça, on est quelques millions à peine. Donc, prenons pour acquis que ce qui nous permet de prendre cette décision-là, puis d'arriver avec cette espèce de signalement de la vertu, sans en payer les grosses conséquences au niveau de l'offre qu'il y a sur le marché pour les consommateurs au Québec, bien, c'est seulement parce que la Californie, le Canada et tous les autres embarquent avec nous. C'est la seule raison. Et ça, c'est important d'en être conscient, mais c'est aussi à notre avantage. Tu sais, si tu es le gouvernement du Québec, tu vois que tout le monde est en train d'embarquer dans une espèce de mouvement qui est, tu l'estimes, à leur avantage. Tu dis, écoute, bien, nous, on n'est pas très gros, mais on va le faire aussi, ne serait-ce que parce que si on s'unit ensemble, on a beaucoup plus de leverage, notre puissance, notre levier est beaucoup plus puissant. Imaginons par exemple la cause avec Netflix et les taxes corporatives. Quand le Québec parlait d'imposer Netflix, évidemment que ça avait beaucoup moins de poids quand on leur parlait d'impôts, de taxes, etc. Et c'est ça qui faisait hésiter un peu le Canada. Quelle était la réponse du Canada? On veut nos partenaires. On veut arriver à une entente avec l'Allemagne, la France,
les États-Unis, parce qu'on voyait très bien que ces géants du Web dépassaient la capacité de légiférer de n'importe quel État individuel. Il fallait qu'il y ait une espèce de multilatéralisme là-dessus, et c'est là que, notamment, là, le Québec vient poser un geste similaire en disant « Vous faites quelque chose pour l'environnement, vous drivez le marché dans une direction, on va vous suivre, on fait juste cocher une case, voulez-vous embarquer? Oui, non, on a coché oui. » Puis on est rendu dans le mouvement plus large nord-américain pour décarboniser le secteur automobile. Puis, bon, soyons honnêtes, probablement que ce serait arrivé, là, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à un certain point. Le 31 décembre, le Québec comptait environ 66 000 véhicules immatriculés et seigneurs, les amis. 1,3 % du parc automobile. Quand je vous parlais tantôt, je dis ça doit être à peu près 10 % des véhicules vendus. Ça doit être à peu près ça, parce que le parc automobile total, en ce moment, c'est 1 %, 1,3 qui est électrique. Donc, on s'attend, bon, on se dit qu'il y en aurait maintenant près de 20 000 de plus. Bon, donc ça continue à augmenter et qu'on s'attend à l'atteindre 95 000 d'ici la fin de l'année. Donc, on fait déjà des progrès, mais ça reste relativement marginal. Et là-dessus, moi, ce que je voulais vous inviter à regarder, ce n'est pas nécessairement tout le dossier là, plus stratégique en tant que tel, plus politique, disons, mais plus la question stratégique. La question qui revient de si toi, tu es premier ministre du Québec et que tu as QS à ta gauche et que tu as, disons, le Parti québécois à ta gauche et que tu as le Parti libéral à ta gauche, sur toutes les questions environnementales, sociales, etc. La CAQ est assez vulnérable et elle devait le voir venir. QS s'est toujours réclamé beaucoup de l'environnement, s'accapare beaucoup ce dossier-là. Le PQ vient de s'élire un nouveau chef avec Paul Saint-Pierre Plamondon, donc c'est sûr que c'est quelque chose aussi qui doit attirer l'attention du gouvernement Legault parce que, inévitablement, on se dit « Seigneur, on va-tu se faire manger par la gauche? Est-ce qu'on va se faire manger tout le vote environnemental? » Et c'est pas quelque chose d'inoffensif, là, parce que le vote environnemental, ça doit être à peu près 30-40, si ce n'est pas 50-60 % du vote de moins de 35 ans qui est attribuable, du moins selon les sondages et selon ce qu'ils disent, à l'environnement d'abord. C'est extrêmement important. Là. Et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus la CAQ faire des espèces de simagrées. Je dis simagrées parce que je ne crois pas que ça vient vraiment du fond du cœur, pour essayer de plaire aux environnementalistes, notamment quand on a invité Dominique Champagne. C'est assez clair là, que c'est pas parce que Dominique Champagne, c'est un bon ami à François Legault puis qu'ils prennent une bière ensemble le samedi après-midi. C'était parce que François Legault voulait plaire aux environnementalistes, envoyer cet ultime message d'ouverture, ce signal comme quoi ils sont la bienvenue à la CAQ et que c'est un gouvernement qui est prêt à écouter même les voix les plus critiques en termes d'environnement. Souvenons-nous que Dominique Champagne était extrêmement sévère à l'égard de la CAQ. Il l'est toujours d'ailleurs, mais même encore plus depuis l'échec assez retentissant là, du pacte pour l'environnement. Donc, moi, sur quoi je voulais vous attirer l'attention au niveau stratégique, c'est qu'on pourrait se dire que c'est contre-intuitif pour la CAQ de regarder, écoutez, nous autres, c'est pas notre affaire, l'environnement, comme je vous disais tout à l'heure, après l'échec de la collaboration avec Dominique Champagne, après cette espèce de plan vert archi-critiqué de toutes parts parce qu'on aurait on aurait revu à la baisse les objectifs de décarbonisation, tu sais, plein de trucs comme ça qu'on critique à la CAQ. Il y a des stratèges qui pourraient dire, hey, regarde, l'environnement, là, c'est pas payant. Peu importe ce qu'on fait, ça ne sert pas à grand-chose. Les gens vont se plaindre. En ce moment, ce n'est pas notre dossier. On devrait se concentrer sur l'économie X, Y, Z. Et un autre stratège, et visiblement un qui travaille pour la CAQ, pourrait vous indiquer absolument l'inverse et vous dire non. On a devant nous une opportunité de se peinturer en vert de haut en bas au complet. C'est le G en vert sur les cannes de petits pois. C'est ça la CAQ en ce moment, grâce à ce move de 2035, qui au fond, comme je vous l'ai mentionné en ouverture, n'est pas particulièrement radical, là, même si seulement endosser ou entériner une tendance déjà en cours et s'inscrire avec les autres pays qui le font déjà dans disons, l'écosystème immédiat. On parlait de l'Amérique, l'Europe, ceux qui sont directement connectés à nous. On fait juste s'inscrire là-dedans. Donc, si tu te mets à la place de la CAQ, t'es comme, écoute,
je ne fais que gagner. Ça me coûte absolument rien économiquement parlant, au sens où c'est déjà en train de se passer et probablement que le marché va seulement s'ajuster sur le très long terme. Ça ne fera pas mal à personne. Ensuite de ça, on a l'avantage d'aller chercher au PQ et à QS beaucoup de gens qui nous faisaient cette critique-là, comme quoi on était trop négligent vers l'environnement et qu'on n'était pas sérieux et blablabla. Et là, cette critique-là n'a plus de bon sens. On ne peut plus dire que la CAQ n'est pas sérieuse avec l'environnement, du moins sur la question de la décarbonisation. Et si on le dit, il faut le dire en tournant sa langue, puisque je veux attirer votre attention sur le prochain article quant à Ottawa, qui nous dit que l'échéancier d'Ottawa est bousculé par la décision de Québec. Parce que là, Québec, elle arrive en disant « OK, nous autres, on interdit les véhicules d'ici 2035. » Mais Ottawa avait dit 2040. Donc, Ottawa, politiquement et stratégiquement, mettez-vous à leur place à eux, qui se jouent la carte verte aussi à tour de bras. On va planter des arbres, etc. D'ailleurs, il n'y en a pas un de planté. L'argent n'est même pas débloqué. et là, vous avez le gouvernement Legault qui vient le dépasser sur l'enjeu environnemental. Et ça choque les gens à Ottawa. Puis je voulais attirer votre attention là-dessus parce qu'on dit ça force les libéraux de Justin Trudeau à revoir leurs propres ambitions en la matière. Alors que le gouvernement fédéral de l'environnement, que le ministre fédéral de l'Environnement doit dévaler sous peu un plan ambitieux visant à permettre au Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. On se demande maintenant, avec acuité, si l'objectif du gouvernement Trudeau d'interdire la vente de véhicules neufs à compter de 2040 doit être devancé de 5 ans. Est-ce qu'on devrait rejoindre Québec? Chose certaine, la décision de Québec, qui a eu de larges échos dans le reste du pays, provoque des discussions au sein du cabinet, a-t-on confirmé en coulisses. Et voilà que le Royaume-Uni, qui avait un échéancier de 2040, a annoncé mardi qu'il devance le tout à 2030. Donc, quand je vous dis on s'inscrit dans un écosystème beaucoup plus large, j'en voilà un autre exemple. Même le Royaume-Uni nous devance de 5 ans. Dans ce discours du trône présenté en septembre, le gouvernement Trudeau s'est formellement engagé à un plan qui permettra de surpasser les objectifs climatiques, blablabla. Donc, comme quoi, le gouvernement Trudeau nous avait dit on va y arriver d'ici 2040. Mais là, ils sont mal parce que le gouvernement Trudeau, le gouvernement Legault, pardon, est en train de les dépasser sur la gauche dans un enjeu qui est censé leur appartenir. Et c'est pourquoi je voulais attirer votre attention sur ce bon coup stratégique du gouvernement Legault là, qui vient un peu couper l'herbe sur le pied de QS, qui avait ça comme politique en passant. QS était vu comme radical par beaucoup de gens parce qu'il proposait d'interdire les véhicules à essence d'ici 2035. Imaginez comment ça coupe l'herbe sur le pied quand tu es Québec solidaire et que là, tu as le même objectif de réduction de véhicules à essence que le gouvernement, que tu critiques pour son manque d'ambition. Vous voyez l'espèce de jeu stratégique que joue la CAQ. Et là, ça pousse bien sûr tous les adversaires dans quelle position? Dans la position extrême. Parce que si Québec solidaire veut décider de battre aux enchères, encore une fois, la CAQ en disant « c'est pas assez ambitieux, ils le font déjà ailleurs dans le monde », eh bien, ça les force à mettre une autre date. Ça les force à dire « bien vous, monsieur Nadeau-Dubois ou madame Massé, qu'est-ce que ce serait votre objectif? » C'est la prochaine question des journalistes, tout à fait normal. Et là, ils disent quoi? 2030, 2025, tu te positionnes en porte-à-faux avec tous les autres sur la planète qui sont donnés la même date que le gouvernement Legault? Tu sais, il y a toute cette... Tu veux pas non plus avoir l'air du radical sur ce dossier-là. Et la force de la position de Québec solidaire là-dessus, c'était justement qu'ils pouvaient dire, vous voyez, ils font déjà ça ailleurs dans le monde. La CAQ devrait faire la même chose. Et bon, à cause qu'ils ne le font pas, si vous voulez un gouvernement environnementaliste, votez pour QS. Et là, la CAQ vient appliquer exactement le même principe, poussant tous les autres dans l'irrelevance politique, là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter une fois que la position est déjà endossée par le gouvernement. La seule chose qui reste à faire pour les oppositions, ça va être de jouer le chien de garde. Ça va être de faire comme ils font avec le gouvernement Trudeau et ses arbres. « Hey, là, t'as-tu sorti ton argent? Il y en a combien de plantés? Ils sont où? On peut-tu les voir? On peut-tu les sentir? Ramène-moi des feuilles. » Ça va être rendu ça, la job de l'opposition. Au lieu d'essayer de défier le gouvernement à aller plus loin, ça va être remettre en question le gouvernement, son administration. C'est beaucoup plus confortable pour la CAQ. Donc, je trouvais que c'était bien joué pour un coup qui a passé vraiment inaperçu. Continuons sans plus tarder.
avec un dossier qui m'a énormément intéressé cette semaine. Et je veux qu'on en parle en profondeur, tellement que ça se peut qu'on laisse tomber le dossier du français à la fin, tellement c'est quelque chose que je trouve important. Vous avez eu cet épisode, comme je vous le mentionnais, là, de combat assez violent, là, pour pas dire presque gore, là, entre l'Inde et la Chine sur la frontière du territoire du Ladakh. Je vais vous montrer ça à l'écran, à peu près à quel endroit ça se trouve, parce que ça va vous donner vraiment une meilleure idée de quoi on parle. Donc, ça, on s'en va au Ladakh. Thank you very much. Voici, voilà. On va essayer de l'avoir en satellite. Donc, ce qu'on a devant nous, vous le voyez assez bien, c'est une région extrêmement montagneuse. C'est une région qui est... Vous avez ici la Chine, notre ami la Chine. Je vais essayer de vous le centrer un peu mieux. Voilà, notre ami la Chine ici. Et vous avez l'Inde. Et ici, la région du Ladakh, qui est une région extrêmement contestée entre l'Inde et la Chine. Parce que, bon, c'est une région montagneuse qui est pas mal désolée, au sens où il n'y a pas grand-chose au Ladakh, il n'y a pas grand-chose dans les montagnes de l'Himalaya, c'est le Tibet, il n'y a pas de grands centres de population ni de grands intérêts stratégiques, au sens où tu n'as pas de... Il n'y a pas de rivière à contrôler, il n'y a pas de... C'est un territoire qui a été largement ignoré par les deux pays depuis très longtemps à cause de ça. Et si d'ailleurs aujourd'hui, en 2020, on a encore des problèmes quant à la division du territoire entre les deux, ça vous donne une idée à quel point c'est des territoires qui ne sont pas si importants que ça, parce que la plupart du temps, on règle le problème assez vite, là, on règle la question assez rapidement à travers les mécanismes internationaux, les mécanismes de règlement de litiges classiques, traditionnels, l'ONU, le tribunal international, etc. Dans le cas échéant, on est très loin de ça. Dans le cas actuel, on est très loin de ça. Les deux pays ne veulent rien savoir de régler ça par la voie diplomatique parce que, bon, ça a échoué une première fois. La raison pourquoi on a ce bordel-là, c'est quand les Britanniques sont partis à la fin de la colonisation avec l'Inde, où l'Inde était une colonie britannique, quand les Britanniques sont quittés, ils ont dessiné une ligne dans les montagnes, mais personne n'avait jamais été dans ces montagnes-là. Personne n'avait jamais vraiment qu'est-ce qu'il y a là, où ça découpe, qu'est-ce qui finit où, y a-t-il du monde qui habite là, y a-t-il un village? On n'était pas trop au courant et les Britanniques sont partis à la hâte de l'Inde. Je ne veux pas dire de niaiserie, mais si je me souviens bien, il y avait un plan qui était censé durer sur 4 ou 5 ans, que les Britanniques avaient mis sur papier pour dire comment on va quitter l'Inde. C'était déjà prévu, on va redonner l'indépendance à l'Inde, mais il faut évidemment qu'on prépare les choses avant de partir. Donc, on va faire ça tranquillement, puis on va préparer notre affaire. Et quand les autorités à Londres ont vu ce plan-là, ils ont dit « Super, mais vous n'avez pas 4 ans, vous avez 6 mois. » Et donc, puis là, je ne veux pas vous inventer de période de temps, mais c'est à peu près ça. C'était plusieurs années, on a réduit ça à 4 ou 5 mois, 6 mois maximum. Et donc, les officiers britanniques reviennent en Inde et un gars qui n'avait jamais mis le pied en Inde de sa vie, son nom m'échappe, parce qu'on est bien sûr dans les années 1800 quelques. Est-ce que l'indépendance de l'Inde, très bonne question, l'année exacte, je ne vais pas vous dire de niaiserie. En 1947, bien sûr, Seigneur, presque 1950. Quand les Britanniques quittent la région, ils sont extrêmement pressés, ils le font rapidement. Le gars n'est jamais venu, découvre la région en même temps que tout le monde, fait une ligne à la hâte. Et donc, on découvre des années après que la ligne n'est pas tout à fait précise et qu'il y a des régions là-dedans qui sont incluses d'un côté et que l'autre bord réclame et qu'il y a des gens qui sont déjà sur place et que, bon, on a ignoré beaucoup de réalités sur le terrain. Et ça fait que la région est restée un peu en suspens. Puis cette dispute-là est restée en suspens depuis très longtemps. Et ajoutons là-dessus, toute la région qu'on voit ici, le Xinjiang, c'est une région dans le nord-ouest de la Chine, qui est une région autonome, théoriquement. J'ai dit théoriquement avec des gros guillemets, parce que quand vous entendez parler actuellement de persécution religieuse en Chine, quand vous entendez parler de musulmans dans des camps de concentration, quand vous entendez parler des Ouïghours qui sont persécutés, c'est dans cette région-là. On parle donc de la région du Xinjiang qui est censée être une région autonome parce qu'elle est culturellement
très différente du reste de la Chine, là, des Chinois Han, comme on dit, Chinois plus continentaux de l'ère dynastique. Et dans l'ouest de la Chine, on n'a pas beaucoup d'appartenance avec le reste des Chinois qui sont plus athées, plus communistes, où on respecte beaucoup le régime et moins toutes les questions spirituelles. Dans l'ouest de la Chine, on est très axé là-dessus. C'est des musulmans, on est très pratiquants. Notamment, on est près, vous le voyez ici, du Kyrgyzstan, Tadjikistan, l'Ouzbékistan, Kazakhstan. C'est tous des pays qui sont extrêmement influents sur la région. Donc, on est plus attaché à culture, plus, disons, plus musulmane, plus du Caucase, à la limite même, je ne vais pas du Caucase, mais plus de toute la région à l'ouest que de l'Orient. Et pour ces raisons-là, la Chine essaie de réasseoir son autorité sur la région du Xinjiang. Elle essaie de dire, écoutez, ça c'est à nous autres, et on veut en reprendre contrôle, puis votre autonomie, pseudo-autonomie qu'on vous laisse bénéficier depuis plusieurs années, où on vous laisse faire vos petites affaires dans la région, vous êtes différents, OK, ça achève, ça finit. La Chine a décidé qu'elle allait reprendre le contrôle sur la région, et la seule manière de le faire, à son avis, c'est d'arriver avec l'armée, c'est d'arriver avec les camps de concentration, c'est de faire de la rééducation. Et donc, la Chine, on a des centaines de milliers de Ouïghours qui sont dans ce qu'on appelle des camps de rééducation en Chine. C'est des camps de concentration. Là, écoutez, on le voit, il y a des images satellites de ça d'ailleurs, où on voit des tours de garde au coin, on voit qu'il y a des grillages, des barricades. C'est loin d'être un centre de... C'est pas un resort 4 étoiles, là. C'est définitivement un centre de détention. Maintenant, comment on veut le qualifier, concentration ou pas, ça reste une question très... c'est une question de détail, là. Donc, bref, les Chinois et les Indiens ont commencé à s'affronter beaucoup plus sévèrement ici. La dernière fois qu'il y avait eu des affrontements et qu'il y avait eu le moindrement un peu de tension, c'était durant les années 60. Dans les années 60, 70, vous avez eu une espèce de montée des tensions où là, les deux ont tranquillement découvert leurs frontières. La technologie leur permettait d'avoir accès à un terrain qui était auparavant extrêmement hostile là, aux humains et à l'exploration. Tranquillement, on commence à se l'approprier. Et ce qu'on découvre aussi du côté des Chinois, ou plutôt ce qu'on confirme, c'est la source des deux grands fleuves. Les deux grands fleuves qui alimentent le gros de la Chine. Quand vous regardez la population chinoise, l'essentiel de la population est concentré ici sur la côte et sur le long des deux grands fleuves chinois qu'on pourrait essayer de vous sortir ici. Je ne sais pas si on l'a tracé. On pourrait prendre le fleuve jaune. Si vous voyez ici, on le voit, mon Dieu, que c'est pas très bien dessiné, mais ça nous donne une petite idée quand même. Pourrait nous donner une meilleure image. Hein? Mais bon, il remonte ici, vous le voyez partir comme ça, on remonte progressivement. Et il va remonter jusque dans l'ouest de la Chine, dans les hauteurs, dans les montagnes. Et pour cette raison-là, la Chine a réalisé que cette région est essentielle si elle veut avoir le contrôle sur son approvisionnement en eau. Parce que toute l'eau vient de là. Quand on parle de bassin versant et qu'on dit comment arrive l'eau dans les lacs, bien, par la pluie, mais aussi par les rivières. Les rivières alimentent les lacs. Et qu'est-ce qui alimente les rivières? Bien, c'est tout ce réseau de ruisseaux qui, lui, part ensuite des montagnes. Et c'est la même chose dans la région, ça ne fait pas du tout exception. Et la Chine dépend énormément pour cette raison-là de sa région ouest, tout ce qu'il y a d'approvisionnement en eau. S'il fallait un jour que soit les Ouïghours dans la région du Xinjiang ou encore un voisin immédiat, ici pas très loin, se mettait à avoir de plus en plus d'influence ou encore pire, que l'Inde se mette à réclamer des territoires ici sur la ligne de division des eaux, soudainement, l'Inde aurait le contrôle sur le robinet hydrique chinois. Toute l'eau chinoise serait sous contrôle, l'approvisionnement serait sous contrôle de l'Inde. Et ça, c'est un scénario qu'on n'est pas prêt à accepter du tout, bien sûr. Pas du tout. Mais encore plus que ça, s'il fallait que l'Inde prenne le contrôle de cette région-là, qui est extrêmement dépeuplée et sous-développée, ce que ça risque de faire, c'est de la voler à la Chine. Il suffit que l'Inde construise des routes,
des écoles, de l'infrastructure. Et soudainement, les gens de la région, quand tu te mets à recevoir ton café, tes épices, ton courriel, tes journaux, que tu vas à l'hôpital, que tout ça vient du côté indien, progressivement, le sentiment d'appartenance envers l'Inde devient de plus en plus fort, surtout quand on n'a pas particulièrement envers la Chine. Et ça, la Chine le voit. Donc, la Chine se met à construire dans la région, se met à bâtir des routes, se met à envoyer un peu plus de services, des chemins de fer, etc., parce qu'on veut essayer de les recapter dans notre influence, si on veut. Parce que toute la région ici, là, c'est important de le comprendre, là, tout ça ici, là, c'est très contesté, là. Vous avez le Tibet. Le Tibet, c'est loin d'être clair encore. Quelle est la position de la Chine par rapport... du moins, la position est très claire. La Chine le réclame, mais c'est loin d'être clair comment ça va se terminer, tout ça. Ici, effectivement, le Tibet va se reconnaître sans problème à l'intérieur de la Chine. C'est tous des enjeux qui sont très, très, très contentieux, litigieux. Donc, il ne faudrait pas parier ici, quand vous voyez la Chine exercer son influence, il ne faudrait pas parier que tout ça est garanti. Il ne faudrait pas présumer que la Chine exagère quand elle est suspicieuse de sa région ouest, là, parce qu'effectivement, il suffirait que l'Inde se développe un petit peu au nord de la ligne actuelle de contrôle et soudainement, les gens dans la région se mettraient à s'approprier beaucoup plus le drapeau indien que le drapeau chinois. Bref, on se met à se battre dans la région pour la première fois depuis très longtemps. Vous voyez ici le Népal, justement, là, ça vous donne une idée, la région autonome du Tibet. Ça vous donne une idée du portrait régional. Et donc, on se met à se battre pour essayer de réclamer des secteurs extrêmement importants de ces montagnes-là. J'essaie de trouver exactement le passage, mais vous avez un passage ici qui est essentiel. Le passage de K. Je vais essayer de vous retrouver le nom exact du passage qui est très important. Je vais tout le temps de mémoire avec ça, puis je dois vous avouer, des fois j'abuse de ma propre mémoire. Le voilà, le Karakoram Pass. C'est ce que je cherchais. Qui est le seul passage qui est vraiment exploitable, si on veut, pour passer entre l'Inde et la Chine. C'est un petit passage d'à peine 145 pieds de large. Je vais vous montrer l'image ici. 145 pieds de large qui permet de passer... Ah, Seigneur, que vous êtes tannant, ça n'a aucun sens. D'un pays à l'autre, de manière assez facile. Vous voyez comment c'est relativement ouvert. Et c'est le seul endroit dans tout ce coin-là où tu peux passer avec une route qui est, si tu la contrôles, une artère absolument essentielle là, dans l'éventualité d'un conflit armé. Parce que si c'est la guerre, je veux dire, regardez-moi ces bordels, ces montagnes, ça c'est la région dont on parle. Il n'y a pas grand-chose à faire militairement. Là. Tu contrôles quoi? Tu contrôles des pointes de montagne où il n'y a rien, où il n'y a aucun refuge, où il n'y a aucune route. Fait que ce qui est essentiel de contrôler, c'est vraiment l'infrastructure. Et pour ces raisons-là, on voit de plus en plus des affrontements entre les deux pays pour contrôler ces quelques intérêts extrêmement importants le long des montagnes. Et là, l'Inde nous dit, ou plutôt, l'Inde nous dit que c'est pas vrai. Parce qu'on a vu cette semaine un article absolument renversant. Là. Vraiment, c'était... Je vais en lire des extraits avec vous. Un article du National Post qui nous racontait ce qui s'est passé cet été. Et on l'a su beaucoup plus tard. Parce que cet été, personne n'en avait parlé. Cet été, c'était bouche cousue. Ni l'Inde ni la Chine n'avaient rapporté ce qui s'était passé. Il avait fallu se fier sur des oui-dire qui étaient venus de gauche et de droite, mais on n'avait vraiment pas de récit fiable des événements. Là. Tout ce qu'on savait, c'était qu'il y avait eu 20 morts, au moins, minimum, des deux côtés, à la suite d'un affrontement à main nue dans les montagnes. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ils se battent à main nue? C'est des soldats de deux armées, de deux pays nucléaires. Justement, les deux pays sont tellement au courant que la merde peut pogner et qu'il suffirait qu'il y ait un affrontement qui dégénère, qu'on s'échange le feu, pour que ça dégénère en échange de tirs nucléaires.
Et on ne veut surtout pas en venir à l'échange nucléaire. Donc, on dit, tous les soldats qui patrouillent la zone n'ont pas le droit de porter des armes. C'est des soldats de la Chine et de l'Inde qui patrouillent une des régions les plus litigieuses du monde et ils ne portent pas d'armes. À cause justement que s'il arrivait un événement comme on l'a vu cet été, ça évite une escalade du conflit. Et donc, ce qu'on avait su cet été, c'est qu'il y avait eu une bagarre à poings nus et qu'il y avait eu une vingtaine de morts au moins et que les morts étaient décédés soit d'asphyxie, parce qu'on est des milliers de mètres dans les montagnes de l'Himalaya, ou soit tombés en bas de falaise. Imaginez la violence des combats. Là. On est dans les montagnes, des milliers de mètres. Ça, c'est arrivé au beau milieu de la nuit. Et vous avez des vingtaines de morts qui sont tombés en bas de falaise, qui sont morts asphyxiés et morts battus à coups de poing d'en face. C'était un épisode qui avait fait peur à énormément de gens sur la planète. Et là, ce qu'on a su, les Chinois plutôt réclamaient subtilement, c'est un professeur chinois qui se confiait là-dessus, comment la Chine avait repris les fameuses collines du contrôle indien. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça avait été fait avec une arme, qu'on pourrait dire pulse weapon, ce serait une arme radio, une arme à ondes, si on veut. Et je vais vous lire l'article rapidement, je vais essayer de traduire en temps réel, fait que soyez indulgents avec moi, mais on dit « La chicane de frontière entre la Chine et l'Inde, dans l'ouest de l'Himalaya, a vu la montée d'une terrifiante nouvelle classe d'armes, incluant les armes micro-ondes, qui envoient une haute fréquence, plutôt un blast haute fréquence, à travers les soldats indiens, les forçant à se retirer des collines stratégiques. Les armes à micro-ondes, rapporte le Times, envoient des ondes électromagnétiques à travers leurs cibles, ce qui réchauffe les tissus humains et rapidement devient insoutenable. Je vais vous montrer un exemple de ça dans un instant. Je veux qu'on continue l'article ensemble. Indian officials répondent que, bon, ils nous disent que c'était pas vrai, que c'est des fake news. L'Inde dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a absolument rien là-dedans qui est avéré. Ils accusent la Chine d'opérations psychologiques, puis que c'est, bref, fake news. Et moi, je voulais attirer votre attention sur d'abord, puis ça, c'est une version à jour de l'article. C'est pour ça qu'ils ont rajouté le démenti de l'Inde puis que ça me mêle un peu. Ici, vous avez le professeur chinois qui nous dit ce qui s'était passé. Selon le professeur, qui est basé à l'université Renmin à Beijing, il dit que les deux collines en question ont été délibérément transformées en un four à micro-ondes. L'expert en relations internationales affirme que l'opération n'a pas été rendue publique à l'époque pour deux raisons. Ils disent, on ne l'a pas rendu public parce que nous, on a réglé le problème de manière magnifique. Il dit, et eux, ils ne l'ont pas rendu public parce qu'ils ont perdu de manière tellement misérable, en parlant de l'Inde. En 15 minutes, ceux qui occupaient les collines se sont mis à vomir. Ils ne pouvaient plus se tenir, ils se sont sauvés, et c'est comme ça qu'on a repris le terrain. Le professeur dit que la Chine a initialement lâché sa garde. Okay. Il dit qu'initialement, la Chine a été prise hors garde, n'était pas prête quand des milliers de soldats indiens ont monté sur la région des collines en question, dans le coin des collines en question, à des altitudes d'au-dessus de 5600 mètres. Et les Chinois ont été surpris, surtout parce qu'eux ne sont pas capables de se battre à cette altitude-là, comparativement aux soldats himalayens et aux soldats indiens qui sont habitués de travailler dans des conditions du genre. Les Chinois ne sont pas capables. Les Chinois venaient d'autres régions à travers la Chine, de d'autres coins. Donc, quand ils sont arrivés là, ils étaient complètement dépassés, les poumons ne suivaient pas. Ils disaient, pour toutes ces raisons-là, les Chinois ne pouvaient pas fonctionner aussi bien que les Tibétains. Donc, on a amené les ondes micro-ondes au lieu de ça. Il dit, et les prochains segments sont extrêmement intéressants pour comprendre comment fonctionne la Chine, comment fonctionne le régime chinois, puis l'espèce d'omerta, puis le régime de la terreur qui existe à l'intérieur du parti. Il nous dit à ce moment-là, the Western Theater Command, qui serait un peu l'équivalent du Western Command des États-Unis, donc le bras militaire qui est responsable de tout gérer l'Ouest, géographiquement parlant, de la Chine. Il dit,
le commandement de l'Ouest était sous énormément de pression parce que les deux collines sont très importantes et qu'on les avait perdues. La commission centrale militaire était furieuse. Comment avez-vous pu laisser l'Inde reprendre les collines? Ils ont ordonné qu'on reprenne immédiatement les collines et ils ont aussi ordonné « No single shot be fired ». Aucun tir. On dit « Vous ne tirez pas aucune balle ». Vous avez perdu les collines sans tirer et sans faire tirer, bien, vous n'allez pas en tirer vous autres-mêmes, puis on ne va pas déclencher un conflit international là-dessus. Et c'est donc ce qu'ont fait les Chinois. Voici le plan. On dit, Seeking to end a dangerous military standoff, India and China are now formulating a plan that involves creating a no-patrol zone. Pardon, c'est même pas ça que je voulais vous montrer, c'était le véhicule qu'ils ont amené sur place. Je pensais qu'elle nous parlait du plan en tant que tel. Je vais vous montrer le véhicule, de quoi il est question. C'est ce gros véhicule-là ici, qu'on appelle les Active Denial System. Active Denial System étant donc un système de reni actif ou donc d'interdiction active qui n'est pas censé faire mal au point de tuer, mais assez faire mal pour que ta journée est finie. Puis je veux vous montrer à quel point c'est quelque chose. Puis je m'en souviens d'avoir vu des vidéos il y a quelques années. Puis je me demandais, j'ai dit, c'est-tu vraiment ça qu'ils ont utilisé? Puis en retournant voir, c'est exactement ce que je pensais. Les États-Unis ont développé des armes identiques. Et d'ailleurs, c'est probablement des États-Unis qui tiennent ça. Ce n'est pas les Chinois qui n'ont rien inventé à cet égard-là. Comme beaucoup de percées militaires, les Chinois les tiennent des Américains. Et vous voyez à l'instant, là, ça c'est un extrait d'un test des États-Unis qui a été rendu public, où on voulait montrer aux gens l'effet que ça faisait. Donc on a une foule qui avance, qui progresse vers des autorités, on présume, ou dans une séquence d'émeutes ou de manifestations quelconques. Et là, dans un tel scénario, parce que c'est pour ça qu'on voulait l'utiliser, on sort le gros truck qu'il y a là et on chauffe au micro-ondes les gens. Vous voyez la cible, c'est opéré avec une espèce de joystick, comme un fusil. On vise, pouf, on tire. Et immédiatement, regardez les gens, immédiatement quand on reçoit l'onde de choc, l'onde micro-ondes, le sourire s'en va, là. C'est comme, oh, ben non, c'est... c'est pas si agréable que ça. On dirait, on pourrait comparer à un coup de paintball ou je sais pas trop quoi. Ça semble pas être douloureux au point de te faire coucher à terre, mais visiblement, les gens ne veulent pas rester là. Et immédiatement, quand c'est activé, quittent sur le champ. Et c'est pour ça que vous voyez les Chinois qui se trouvaient donc bien drôles et qui disaient « Ha ha ha, ça a pris 15 minutes et ils ont quitté les collines en question. » Très bien, s'ils ont effectivement utilisé ça, écoutez, on vient de rentrer dans un autre niveau en termes de conflit militaire, parce que ça, disons-le, ça n'a jamais été utilisé. Du moins par l'armée américaine et par les grandes armées du monde, par les grandes puissances, dans un contexte militaire. C'est une première, ça là. Du moins que je pourrais énumérer, c'est une première. Et je serais curieux de savoir si ça s'est déjà produit, mais c'est une arme extrêmement récente et on était très réticents à déployer ça sur le champ de bataille. Parce que, bon, pour plusieurs raisons, si tu amènes ça en Afghanistan, tu le mets sur la foule t'aimera pas plus que si tu y tires des balles en caoutchouc. Donc, c'était une arme qui semblait un peu contre-indiquée là, pour ce qui est de l'utilisation généralisée. Les Chinois ne semblent pas avoir de problème. L'ont utilisé avec grand plaisir et j'attire votre attention sur finalement cet article-là qui nous dit que grâce à ce move-là durant l'été, ça, c'est sorti il y a environ 15 jours, 18 jours, pardon, 1er novembre, que la Chine a gagné du terrain. Donc, la Chine a réussi son coup. Elle a gagné et réussi son pari, a gagné le terrain qu'elle voulait. Alors que les troupes de l'Himalaya se préparaient pour un hiver difficile, il devenait de plus en plus clair que la Chine a gagné du territoire qui était autrefois patrouillé exclusivement par l'Inde. C'est la politique du fait acquis. Et c'est ce que la Chine est en train de nous faire aussi en Inde, et plutôt dans la région du Ladakh, entre l'Inde, Ladakh étant une région indienne, qu'on va dire dans une région contestée, entre l'Inde et la Chine. Et ça peut devenir extrêmement dangereux. Ce que la Chine est en train de faire en ce moment, là, c'est de s'affirmer là où elle n'a jamais été prête à s'affirmer depuis au-dessus de 40 ans. La première fois qu'elle est prête à faire un move de la sorte
pour aller dire « c'est à nous ». Et non seulement c'est à nous, on va reprendre du terrain, non pas juste le terrain qu'on a perdu, mais encore plus. Et ce qu'on nous dit dans cet article ici, c'est que c'est l'équivalent environ 300 km², 5 fois l'île de Manhattan qui a été repris du contrôle indien par les Chinois. Tu sais, quand on parle de frontières internationales, on a cette impression que c'est fixé dans le béton. Ils viennent changer 300 km² entre deux des plus grandes puissances de la planète, sans que personne s'en rende compte, par la force des armes. C'est ça que je dis. Quand je parle de revue de presse, qu'il y a des trucs qui ont passé inaperçus, ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et ce qu'on disait donc que la ligne de contrôle entre les deux pays descend jusqu'à 1914, a été dessinée en 1914, voilà. C'est pour ça que j'étais un peu mêlé tantôt dans mes années. Et que ça remonte à 1959, les premiers affrontements, etc., jusqu'à la guerre dans les années 60, qui aura duré très peu de temps dans les années 60. Donc voilà. Ce que je vais vous montrer, c'est le rôle de la Chine dans la région, qui est loin d'être inactive, qui est loin de prendre son mal en patience, comme on le verrait souvent et comme on veut le présenter, la Chine comme cette puissance passive, cette puissance qui attend son tour. Pas toujours. Puissance qui réaffirme ses intérêts, ne se gêne pas pour le faire et ne se gêne pas pour continuer sur la trajectoire qu'elle s'est donnée, malgré les réticences et les oppositions que le monde se sont découvertes face au régime du Parti communiste. Le monde entier est en train de se réveiller, à se dire « Seigneur, c'est peut-être pas le partenaire gentil et ce gros nounours qu'on pensait que c'était la Chine. Semble que c'est effectivement un adversaire, semble qu'il profite de nous et semble effectivement qu'il se prépare à changer l'ordre mondial à leur avantage. » C'est des petits épisodes comme ça qui nous en disent très long, sur le régime. Puis tantôt, quand je vous montrais la réaction à l'interne sur le centre de commandement militaire, ça n'a même pas eu besoin de se rendre jusqu'à Beijing, jusqu'à Pékin. Ça a juste passé, faisons le fil des événements, là, les autorités chinoises, plutôt l'armée de libération chinoise, perd 2 collines dans une région contestée. Le commandement de l'Ouest, qui est en charge de ces unités-là, a tellement peur et se fait tellement chialer par le commandement central qu'il décide d'ordonner à ses soldats de reprendre immédiatement que ça presse. Vous connaissez toute la chaîne. Pourquoi que le commandement central a décidé d'être aussi dur avec le commandement de l'Ouest? Parce qu'il avait peur que Pékin s'en mêle, parce que c'est toute cette chaîne-là en Chine qu'on retrouve tout le temps. Ça explique toute la Chine. Et j'ai l'air d'en faire un gros cas. Mais repensez par exemple au cas de coronavirus. Quand on a vu les premiers chiffres de coronavirus en Chine et qu'on disait « mais c'est de la bullshit, c'est impossible, ils ne peuvent pas avoir autant peu de cas avec une population aussi large et bon, une exposition aussi importante là, au virus dans les premières semaines. C'est pas crédible. » Mais pourquoi on voyait ces chiffres-là? Pour la même raison, pour cette culture de l'omerta et cette culture du mensonge à travers la chaîne de commandement. Parce que si Jinping en haut, le président, le Parti communiste, le Politburo national, il n'y a pas besoin de donner l'ordre à tout le monde de mentir pour que tout le monde se mette à mentir. La logique est très simple. Si moi je suis le gouverneur d'une province en Chine, je suis le gouverneur de la province de Hubei ou encore de Shandong ou peu importe, et que ma région voit un nombre impressionnant de cas de coronavirus, inquiétant, qu'est-ce que le parti va me dire à moi? Il va me dire « Hey, tu fais pas ta job. Comment ça, il y a juste ta région à toi qui a des cas? Comment ça, il y en a plus chez vous? » Et les gouverneurs en Chine ne sont pas élus, là. Des nommés par le parti. Donc, quand le parti n'est pas content de ta job, tu peux perdre ta job très rapidement. Fait que ce qu'on voit, c'est que les gouverneurs de province, les maires de ville, les maires de petites communes, écoutez, toutes les administrations, toutes les unités administratives en Chine, du bas jusqu'en haut, se mentent les unes aux autres pour ne pas avoir à dealer avec les gens au-dessus d'eux autres.
cette culture de la terreur que je vous montrais tout à l'heure entre le commandement de l'Ouest et le commandement du Central, qui avait tellement peur que Beijing s'en mêle et que tout le monde, la tête, elle roule, qu'on a ordonné de reprendre les collines, quitte à utiliser des armes complètement inédites sur le champ de bataille. C'est ça, là, cette culture-là en Chine de la terreur envers Pékin. Pékin qui est la main de fer là, qui dirige le reste du pays et toutes les organisations politiques. Pékin, Beijing, c'est la même chose, c'est français, anglais, dépendamment quelle référence vous utilisez. Mais le régime est extrêmement fort. Et ça revient un peu à la discussion qu'on avait sur le podcast cette semaine quant à la légitimité du Parti communiste chinois. C'est quand on disait, ils ne l'ont pas plus facile qu'un gouvernement ici, au sens où si les gens sont fâchés après le gouvernement a des comptes à rendre. Même en Chine, où il y a un seul parti, parce que la plupart des gens qui acceptent le contrôle du Parti communiste chinois sur la société chinoise, puis qui acceptent tous les sacrifices de liberté individuelle, de liberté d'expression, de censure, tous ces sacrifices qu'on fait des droits humains pour avoir la croissance économique, tout ça est une condition très serrée, là. À partir du moment où il n'y a plus de croissance économique, les gens en Chine n'ont plus de raison d'endurer le Parti communiste chinois. Ils ne sont pas plus communistes qu'un autre. Et ça, c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise conception qu'on a souvent en Occident et surtout au Canada, en Amérique, des Chinois. On les voit comme cette espèce de groupe monolithique. Tout le monde ensemble derrière le parti, puis fuck l'Occident, et il y a juste nous autres, et on est collectivistes jusqu'au bout. Oui, cet esprit-là est très fort. L'esprit Confucius, l'esprit confucéen est très fort en Chine. Mais on n'est quand même pas 250% derrière le parti. Le gouvernement n'est là qu'à la condition de livrer la marchandise. À partir du moment qu'ils ne la livrent plus, les gens font la révolution, les gens critiquent, les gens se soulèvent contre le gouvernement. Et ça, croyez-moi, le gouvernement à Pékin, il en est extrêmement conscient. Extrêmement conscient. Donc, la mécanique qu'on voit arriver s'applique à tout le reste de la Chine, la mécanique qu'on décrivait tout à l'heure par rapport à l'omerta puis au régime de terreur, mais ça s'applique à tout le reste. Parce que le parti sait que lui, il ne peut pas donner de mauvaises nouvelles. Il sait que quand il y a des mauvaises nouvelles, il faut qu'il intervienne immédiatement et qu'il se débarrasse du gouverneur ou du maire ou de peu importe qui est responsable ou peut être porté responsable de ça pour essayer de se dégager de la responsabilité. Fait que tu sais, c'est toute cette mécanique-là là, qui fait que ça devient invivable et qui fait que tout le régime au complet fait penser beaucoup à l'URSS. Tu sais, quand vous pensez à Tchernobyl, vous pensez à cette chute de l'URSS où personne ne voulait rien dire à personne, puis s'il y avait un problème, il ne fallait surtout pas en parler, il ne fallait surtout pas l'évoquer. En voilà un bon exemple. En voilà un très bon exemple qui pousse presque à un conflit armé entre deux pays. Je me retiens pour dire armé parce que c'était une arme électromagnétique. On ne la considérera pas comme une arme en bonne et due forme, mais peut-être qu'on devrait. Donc, je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant à regarder par rapport à la Chine. Puis là-dessus, je veux vous mentionner là, stratégiquement ce que la Chine est en train de faire. C'est assez évident. Là. Vous avez l'Inde ici. Vous voyez l'Inde, qui est le grand adversaire vraiment de la Chine géopolitiquement dans la région. Là. Regardez le coin. Là. Vous avez la Russie ici. On va faire le tour de la Chine ensemble. Je pense que ça vaut la peine rapidement. Vous voyez, la Chine est ici. Au nord de la Chine, vous avez la Mongolie, qui est un allié, sinon un État vassalisé carrément. Là. La Mongolie est essentiellement un État. Après la chute de l'Union soviétique, la Mongolie a eu quelques années très difficiles, puis après ça, elle est tombée dans les bras de la Chine, qui en a fait une espèce d'État satellite, là, un peu comme à l'époque soviétique. Donc, la Mongolie, c'est vraiment pas une menace. Et c'est des énormes steppes sans fin. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de rivière à naviguer, il n'y a pas de chemin de fer. Donc, pour une armée russe, par exemple, qui voudrait envahir par le nord, premièrement, ce serait très difficile et on serait avec des lignes d'approvisionnement complètement étirées. Mais encore plus que ça, il y aurait beaucoup d'avertissements pour la Chine qui pourrait le voir venir à des centaines de kilomètres de distance, des milliers de kilomètres, et s'en préparer là, en masse. Donc ça, pas grosse menace pour la Chine au nord. En plus, on considère que la Russie est un allié militaire de la Chine.
Ça reste à prouver jusqu'à quel point on a un amour l'un pour l'autre, parce qu'il y a aussi beaucoup de tensions. Mais la Russie et la Chine, jusqu'à preuve du contraire, sont des alliés stratégiques. Donc, bref, tout le nord ici, pour la Chine, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Ensuite, quand vous arrivez ici dans l'Est, la Chine centrale et la Chine de l'Est, c'est là que vous avez l'essentiel de la population et on pourrait dire, du panier de pain de la Chine. Toute la nourriture est produite ici. C'est ici qu'on a l'essentiel de l'économie également. Tout le monde habite ici, là. Parce que c'est les régions les plus fertiles, parce que c'est des grandes plaines, et c'est donc pourquoi vous allez retrouver les grandes cités chinoises qui longent tout le long de la mer de Chine ici. Le grand problème stratégique de la Chine à ce niveau-là, puisque l'essentiel de sa population s'y trouve, c'est justement que c'est un peu son angle le plus vulnérable. Parce que vous avez à l'est la Corée du Sud, qui est un allié américain, on le sait bien sûr, un allié extrêmement fidèle d'ailleurs, qui héberge des bases américaines en très grand nombre, qui héberge des soldats américains en très grand nombre, des installations antimissiles également, qui sont, pour l'essentiel, justifiées par la présence de la Corée du Nord juste en haut. Donc là, on dit à la Chine, vous savez, quand on envoie nos systèmes antimissiles et qu'on envoie des pièces d'artillerie ou encore qu'on envoie des soldats ou de l'équipement militaire, c'est pas pour vous déranger la Chine, c'est pas pour espionner la Chine, c'est parce qu'il faut qu'on s'occupe de la Corée du Nord, là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très... ça fait l'affaire des États-Unis un peu, là, la Corée du Nord comme ça, qui est aussi belligérante, qui est juste à côté de la Chine, parce que ça permet une excuse, ou plutôt un prétexte, pour que les États-Unis occupent militairement toute la région sans que la Chine ne puisse vraiment protester de manière trop violente. Vous voyez la Corée du Sud, vous voyez le Japon juste à côté également, qui est un énorme allié stratégique des États-Unis. Vous avez Taïwan ici, qui est un allié des États-Unis à qui on vend des armes par des milliards de dollars. Vous avez également les Philippines, qui sont un allié américain. Écoutez, toute la région ici, là, quand on regarde sur l'est et sur le centre et le sud de la Chine, là, ce sont des régions qui sont contrôlées par les États-Unis en termes stratégiques et géopolitiques. Tous des alliés, tous des gens avec qui on fait une quantité de commerce incroyable et dont souvent la stabilité économique et politique dépend des États-Unis. Donc, on a le gros bout du bâton. Et ça, la Chine déteste. La Chine ne veut rien savoir parce que, de manière pratique, ça l'enclave. La Chine se retrouve enclavée à l'intérieur de son continent. Continuons notre tour pour comprendre bien de quoi je parle. Vous avez ici le Vietnam, la Thaïlande, des alliés américains après avoir fait la guerre au Vietnam de manière aussi violente pendant des décennies sous plusieurs présidents américains. Vous avez aujourd'hui un Vietnam communiste qui est allié du gouvernement américain. Donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans, mais encore une fois, c'est seulement justifié par opposition à la Chine, le Vietnam aussi, qui souhaite résister à l'influence de la Chine, qui souhaite rester indépendant, souverain, qui ne veut pas tomber trop comme étant un vassal de la Chine. Donc, tous les États dans la région ici, là, sont bien contents aussi d'avoir les États-Unis. Parce que sinon, ils le savent, c'est quoi leur destin? C'est de devenir des esclaves du régime chinois qui est juste à côté et qui est une force économique et commerciale tellement puissante que s'il n'y a pas une contrebalance, un contrepoids dans la région, elle va avaler tout ce qu'il y a autour. Et c'est le rôle donc que vient jouer les États-Unis avec son chapelet d'alliances dans la région. Donc, continuons là-dessus. Thaïlande, Vietnam, tous nos amis américains, l'Inde, encore une fois, un autre grand allié stratégique américain. Et ça, les États-Unis y tiennent beaucoup. Encore une fois, pour cette même raison, ça nous permet d'isoler la Chine dans son continent. Vous avez au nord ici les pays musulmans, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Ce sont des pays qui sont extrêmement pauvres pour la grande majorité et où il y a très peu de développement. L'Ouzbékistan, ce n'est pas la capitale de l'infrastructure. C'est loin d'être un endroit où on a une grande quantité de gens non plus à qui vendre, à qui faire du commerce. Donc, tous ces voisins-là pour la Chine, là,
sont plus des problèmes que des avantages. Si vous regardez, encore une fois, très rapidement, au sud et à l'est, ce sont des alliés américains qui veulent rien savoir du commerce avec la Chine, ou du moins qui résistent son influence de manière très, très, très sévère. De l'autre côté ici, vous avez l'Inde qui est un allié encore américain, et en remontant, vous avez une région du monde où il n'y a absolument rien, où tout est pauvre, où tout est détruit, où il y a souvent une instabilité politique, où c'est très montagneux. Donc bref, la Chine, en termes commerciaux, est très mal positionnée. Si elle veut faire du commerce, elle n'a pas le choix de passer par la voie maritime, parce que, si on regarde la voie continentale, des montagnes, le bordel, il n'y a absolument rien. On continue les steppes mongoliennes et la Russie, la Sibérie ici au nord et des régions. C'est tout l'est de la Russie, il n'y a pas grand-chose. Tout ce qui est dépassé à l'est de Moscou, on tombe dans une... C'est pas mal le vide. Donc bref, la Chine n'a absolument rien comme potentiel économique à part la voie maritime ici à l'est. Et c'est pourquoi vous voyez la Chine s'approprier toutes les îles, les petites îles qu'on appelle les îles Spratlys, ici dans la région, juste à l'est de la Chine. Disons dans le nid, là, entre le Japon, le Taïwan, la Chine, la Corée, toute cette région-là. C'est parsemé de petites îles qu'on appelle les îles Spratlys. Et même que je pense que les Spratlys sont encore plus au sud. Je pourrais vous les montrer exactement. Les voilà. Donc, si on descend encore plus, là, vous avez toute la mer de Chine orientale, même mer de Chine méridionale ici. C'est ça avec les Philippines. Et toute la côte ici. À partir du nord, jusqu'en descendant dans le sud. La Chine s'amuse à faire des réclamations territoriales qui sont un peu farfelues, surtout ici dans la région, là, entre les Philippines et Vietnam, etc., pour plusieurs raisons. D'abord, quand les Britanniques sont partis, après, mon Dieu, est-ce que c'était après Hong Kong? Bonne question. Je ne vais pas vous donner de fausses dates. Mais les Britanniques ont dessiné une ligne, qui est le Nine Dash Line, qui était une ligne qui passe, Nine Dash Line passe ici. On dit Nine Dash Line parce que les Britanniques, quand ils l'ont dessiné, ils ont fait 9 traits. Pouf, 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 pouf. Des petits traits comme ça qui passaient le long de la mer et qui remontaient vers le Vietnam. L'idée, c'était que tout ce qui était à l'intérieur des lignes ici appartenait à la Chine. Mais ce traité-là n'a jamais été reconnu par personne. C'est un traité entre la Chine et l'Angleterre qui était à un moment où tous les pays de la région autour n'existaient à peu près pas ou n'étaient pas une influence comme ils sont aujourd'hui. Fait que tous les pays dans le coin ne reconnaissent pas ce traité-là. Mais la Chine dit non, tout ça c'est à nous autres et à cause que c'est à nous autres, on va bâtir dessus. Et donc ils se mettent à bâtir sur les îles Spratlys ici. On va bâtir des installations militaires. Ah, en voilà un bon exemple, vous voyez, juste par la chance, juste en zoomant comme ça, à travers les Spratlys, on tombe en plein sur une installation militaire chinoise. Là, vous parlez, là... c'est le fun, Google Maps, quand même. Vous avez ici d'abord une installation pour les hélicoptères, un port. Visiblement, vous pouvez voir quand je dis un port, c'est que c'est assez simple. On peut voir par le satellite que le fond a été creusé. Vous voyez, le fond est beaucoup plus creux ici que tout le long où on a des récifs. Les récifs ont été creusés pour permettre aux navires d'accéder. Vous voyez comment c'est évident quand on recule? On a fait un canal pour que les navires puissent s'insérer là-dedans. Pourquoi? Pour qu'ils puissent ravitailler cette merveilleuse base militaire chinoise. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ça me semble être des installations antimissiles. Vous avez une forteresse directement sur l'île avec ses 4 tours de garde. Je veux dire, c'est difficile d'être plus évident que ça. Et donc, la Chine, ensuite, va nier et dire que tout ça, ce n'est pas des installations militaires, que le monde exagère et qu'on ne devrait pas se fier à ce qu'on voit. Les Américains envoient donc des patrouilles, envoient des navires, faire ce qu'on appelle des exercices de liberté de navigation. On envoie donc des destroyers, des porte-avions et toute une flottille américaine pour passer à travers les îles
carrément, on a un fuck you pour les Chinois, pour dire c'est pas à vous autres. On va vous montrer à quel point c'est pas à vous autres. On va passer avec notre armée en plein milieu. C'est juste un fuck you aux Chinois pour leur montrer que toute cette région navale-là, cette région maritime, ne leur appartient pas et qu'ils ne reconnaissent pas ce que font les Chinois en ce moment, qui est de bâtir des îles artificielles et creuser le fond de la mer pour être capable de s'approprier toutes les îles ici. Mais la raison pour laquelle ils le font, ça revient encore à notre schéma sur la Chine. Pourquoi? Ben, ils n'ont pas le choix d'avoir le contrôle au moins d'un petit tampon maritime autour de la Chine, étant donné que le pays dépend tellement du commerce maritime. Si tu veux avoir la moindre chance de sortir ton commerce dans l'éventualité d'un conflit armé avec n'importe quel des acteurs de la région, que ce soit les Philippines, que ce soit un allié américain comme le Japon, la Corée ou encore directement les États-Unis ou Taïwan, si tu veux avoir la moindre chance de ne pas étouffer complètement ton commerce maritime, il faut que tu contrôles un peu les eaux autour de toi. Et c'est pour cette raison qu'on voit la Chine mettre autant de pression et autant d'énergie à prendre le contrôle et à exercer son influence sur toute l'Est ici, là, les mers, autant la mer de Chine orientale que la mer de Chine méridionale, ou qu'on pourrait appeler la mer de Chine, la mer du Sud. Et ça en dit long. Quand je vous parle, tu sais, la game géopolitique et pourquoi c'est aussi intéressant que ça, c'est pour tous ces exemples-là qu'on voit que, juste à cause du paysage géographique de la Chine, on est capable de comprendre à peu près toutes ces interventions géopolitiques autour. On est capable de comprendre pourquoi elle pose les gestes qu'elle pose, juste en regardant son portrait géographique. Et on pourrait le faire la même chose avec tous les pays du monde. Et c'est ce qu'on parle quand on parle de géopolitique. C'est cette relation absolument intime et indissociable entre la géographie, les attraits géographiques et la politique, la stratégie, la géostratégie. C'est pourquoi on utilise souvent ces termes-là de manière hybride. Continuons notre coin, parce que je veux en venir également à un autre prochain, un énorme pan de la politique étrangère chinoise, puis on terminera là-dessus sur notre heure et demie. C'est censé durer une demi-heure en passant, les revues de presse. Puis, mais quand on parle de One Belt, One Road, on a parlé souvent de One Belt, One Road avec vous à 7 jours sur Terre, ou encore la route de soie. One Belt, One Road, ou la route de soie pour les Chinois, l'idée, c'est de reconstruire cet accès par la terre à tous les grands partenaires commerciaux qui sont à l'ouest. On parle bien sûr de la Turquie, on parle de toute l'Europe, on parle de l'Europe du Nord, mais on parle aussi de plus en plus, étant donné que l'Afrique est en train de devenir un énorme bac à sable pour l'influence chinoise, on parle de plus en plus de l'Afrique. Ou si tu veux rejoindre tes partenaires avec qui tu fais du commerce, tu as deux options. Soit par la mer, par l'option américaine, qui est étouffée, donc tous les grands passages maritimes du monde sont étouffés par les Américains, sous contrôle américain. Vous pouvez regarder le canal de Suez, juste ici. On pourrait regarder le détroit des Dardanelles, juste ici. On pourrait regarder Bab el-Mandeb, juste ici. C'est la pire situation qu'on pourrait imaginer. Même, j'allais venir ici dans le golfe Persique pour vous montrer le détroit. Quel est le nom, mon Dieu? C'est le seul détroit dont le nom m'échappe. En tout cas, mais bref, tous les grands secteurs maritimes, à l'exception de celui-ci, ici, dans le golfe Persique, qui est sous contrôle iranien, sont sous contrôle américain. Donc, il n'y a à peu près aucune manière, dans l'éventualité d'un conflit militaire, pour les Chinois, de continuer à faire du commerce maritime. Donc, la première option, celle de passer par l'eau, il faut trouver une alternative le plus rapidement possible, étant la deuxième option. Mais la deuxième option, il y a des montagnes de l'Himalaya ici. Tout le monde ici ne veut rien savoir parce qu'ils ne veulent pas trop d'influence chinoise. Et les pays ici, il n'y a absolument rien. On parle d'un désert, on voit même de l'espace. Écoutez, vous voyez la couleur de la Terre, qui est cette espèce de couleur, la roche et le manque de végétation. Là, toute la région ici, là, à l'est de la mer Caspienne, il n'y a vraiment pas grand-chose.
Et donc, la Chine arrive avec son plan pour régler le problème, qui est One Belt, One Road, qui est de dire, puisqu'on ne peut pas justement se fier à ces pays pour faire le développement et pour permettre à notre commerce de passer, mais aussi pour être des clients, puis pour être des États avec qui on fait des affaires, puisqu'on ne peut pas se fier sur eux, bien, on va le faire pour eux autres. Et c'est là que vous voyez la Chine débarquer dans tous les petits pays du coin ici qui se trouvent par leur chance et ou plutôt par leur malchance, sur le chemin de la Chine, qui veut passer de son enclave territoriale jusqu'à ses partenaires commerciaux dans l'Ouest. Si elle veut le faire, elle doit construire elle-même ses propres routes. Suivez mon curseur, là, partout ici en suivant le réseau terrien pour remonter d'abord en Europe, mais ensuite jusqu'en Afrique. Et ça, vous le comprendrez, c'est un investissement incroyable. C'est des centaines de milliards de dollars. C'est un des plus gros projets de développement international qu'on n'a jamais vu. En fait, c'est le plus gros projet international de l'ère contemporaine. Et la raison pour laquelle les Chinois le font, je vous l'ai énuméré, on l'a montré tout à l'heure, on l'a très bien exposé. Ils n'ont pas le choix. La Chine est étouffée par les États-Unis. On a les deux mains sur la gorge du réseau commercial chinois qui passe par tous les grands détroits et toutes les zones d'influence qu'on contrôle. Donc, bien, les Chinois, on se retrouve de l'autre côté et on tente de bâtir nous-mêmes une alternative. Donc, on débarque dans des petits pays d'Europe, juste ici. On va débarquer en Roumanie, on va débarquer. Est-ce qu'il y en a en Hongrie? Je ne me souviens plus. Souvent des pays extrêmement pauvres, partout en Europe ici. De tout petits pays. Le Monténégro, notamment. La Macédoine, est-ce que c'est la Macédoine? Non, la Serbie en a aussi. Tous les pays ici, là, des tout petits pays qui n'ont vraiment pas de levier, qui n'ont pas de force, qui n'ont pas d'économie, qui voient arriver les Chinois en disant « Hey, on va te construire une gigantesque autoroute dans ton pays. » Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour se rendre jusqu'en Europe, puis toi, tu n'as pas les moyens pour le faire. Et tout ce qu'on demande en échange, c'est que tu nous permettes, un, de l'utiliser, et deux, que ce soit des travailleurs chinois qui y travaillent. En plus de ça, si jamais les pays n'ont pas l'argent de se le permettre, la Chine va prêter l'argent. Donc, la Chine organise ce réseau-là là, de commerce carrément pour être capable de se désenclaver du bordel dans lequel elle est prise ici, là, où il n'y a absolument aucune porte de sortie, surtout s'il fallait qu'il y ait un conflit ou encore une situation comme on voit en ce moment, où les États-Unis et la Chine sont en guerre commerciale et où on fait face à face, là, et tous les coups sont permis. Dans un conflit militaire, finalement, on va terminer rapidement là-dessus, la Chine veut bien sûr s'assurer d'avoir un tampon contre une invasion américaine. Et c'est pourquoi vous la voyez mettre autant de pression pour récupérer Taïwan, parce que ça lui donnerait des eaux territoriales ici, partout autour. Et c'est pourquoi vous la voyez affirmer de l'influence et tenter de gagner du territoire ici dans la mer de Chine. C'est carrément parce d'abord, oui, pour les raisons maritimes, mais aussi pour se protéger contre une invasion éventuelle des États-Unis, qui devrait être faite, disons-le, là, ça ne partirait pas. Regardez la distance hallucinante là, à partir de la côte ouest américaine. Il faudrait qu'on fasse à peu près la même opération qui a été faite contre le Japon en 1944-1945, la stratégie de island hopping. Donc, il faudrait qu'on saute d'une île à l'autre, qu'on déplace les lignes d'approvisionnement progressivement, d'abord jusqu'à, écoutez, peut-être Hawaï, Guam, etc. On essaierait de passer dans les grosses bases américaines, mais ensuite de ça, le prochain bond qu'on a, ça va chez les alliés ici, donc chez les Philippines, dans la mer de Chine, ça va chez Taïwan également, ça va au Japon, toute la côte ici, là, qui n'est pas la côte chinoise, et surtout sous contrôle américain, en anticipation de ce besoin d'invasion-là qui pourrait venir down the line. Les Philippines, ça explique beaucoup pourquoi la Chine fait des beaux yeux aux Philippines. Si la Chine pouvait briser
l'alliance entre les Philippines et les États-Unis. Ce serait un gain stratégique incroyable. Et de plus en plus, on voit notre ami Rodrigo Duterte, mon Dieu, ça a sorti bizarre, Rodrigo Duterte et Xi Jinping devenir de bons amis. Et de plus en plus, le partenariat économique entre la Chine et les Philippines devient de plus en plus important. Et ça, soyons clairs, là, c'est l'erreur des États-Unis. C'est parce que les États-Unis ont négligé les Philippines pendant tellement longtemps, mais aussi parce qu'on a fait les yeux très sévères à Rodrigo Duterte, le dictateur, ou plutôt le président philippin. Je ne vais pas dire dictateur, mais c'est un président certainement très autoritaire. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, là, les Américains ont vraiment repoussé les Philippines, un peu en prenant pour acquis que jamais les Philippines tomberaient dans la main des Chinois. Ils sont bien trop intelligents pour ça. Ils savent que s'ils le font, ils vont devenir un vassal chinois. On présumait que les Philippins étaient plus conscients que ça de leur dépendance au contre-pouvoir américain. Et on réalise que Rodrigo Duterte était plus audacieux qu'on pense. Et là, il s'approche énormément de la Chine. Et c'est imaginé, là, avec toute la situation que je vous explique tantôt, là, comment stratégiquement ça vient changer le portrait si jamais les Philippines, mais aussi quelques alliés stratégiques dans la région, on pourrait penser au Vietnam, Cambodge, etc., se retrouveraient dans la cour de la Chine. Ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe totale au niveau stratégique parce que, bon, la Chine n'aurait plus d'adversaires. Elle pourrait faire ce qu'elle veut de manière non enclavée, elle aurait le contrôle sur toute la région et les quelques adversaires stratégiques qui restent, elle n'en ferait qu'une bouchée, là, soyons clairs. Là. La Chine est une influence gigantesque dans toute son, j'allais dire la région, non, c'est quasiment son hémisphère. Là. Vous voyez l'Australie ici, à quel point on est loin. Et l'Australie, je serais curieux d'avoir le chiffre exact, mais c'est près de 25% des étudiants étrangers dans les universités qui sont chinois. Les compagnies minières en Australie, cet énorme continent où la plupart de la population est concentrée sur les côtes, le continent australien est extrêmement riche en potentiel minier. C'en est absurde, c'en est vraiment ridicule, mais on ne sait pas trop quoi faire avec ça parce que, bon, d'abord, les salaires sont extrêmement élevés en Australie. C'est le même problème un peu que dans les grandes sociétés avancées. L'exploitation de ressources naturelles devient de plus en plus difficile. Mais encore plus que ça, il fait extrêmement chaud et c'est des conditions que personne ne veut dealer avec. Tout le outback australien, c'est une région du monde qui est encore aujourd'hui parmi les plus ignorées, au sens où on fait pratiquement rien. Là, si on zoome un peu sur le centre de l'Australie, vous avez des parcs nationaux et c'est à peu près tout. Si je me souviens bien, il n'y a même pas de route qui passe de bord en bord. Si je me souviens, je ne veux pas dire de niaiserie, mais il me semble que la route fait le tour, que c'est le Ring Road qu'on appelle, mais je ne suis pas convaincu. Je parle peut-être de l'Islande, je ne suis pas convaincu. Anyways. Bref, la Chine est celle qui fait tout le travail minier en Australie. Parce que, justement, on est tellement puissant, on n'est pas très loin. Pour toute cette partie du monde-là, là, qu'on regarde devant nous en ce moment, là, tout ce secteur de la planète qui est la moitié du monde, là, tout ce qui n'est pas l'hémisphère occidental, disons, américain, européen, tout le reste, c'est la Chine. Tout ce monde ici qu'on regarde, là, de l'Afrique jusqu'à même de plus en plus là, l'Est de l'Europe, la Russie, le Moyen-Orient, tous les pays ici qui ne sont pas des alliés américains ou qui ne résistent pas activement à la Chine, l'Australie, ce sont de plus en plus des pays qui sont sous influence de la Chine. Et l'Australie, moi je vous fais une prédiction, c'est une question de temps avant que ça devienne un allié chinois. Pour la même raison que je vous évoquais tantôt avec la Chine et son commerce maritime. L'Australie, c'est un continent, tout le monde est concentré sur les côtes et en plus, sur la côte sud, là, juste ici, là, toute la côte de l'Est et la côte sud, c'est là qu'on retrouve le plus de gens, un peu contre-intuitivement, parce que quand on pense que ça a été colonisé par les Britanniques, ils auraient dû arriver sur la côte ouest, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, mais ils trouvaient que ça n'avait pas d'allure et que c'était trop chaud et que les conditions étaient trop l'enfer. Ils sont revenus seulement plusieurs années plus tard pour faire le grand tour. Mais bref, les Australiens, s'ils veulent faire du commerce, ils ont le même problème que les Chinois. Ils n'ont absolument personne autour d'eux qui peut acheter leurs marchandises. Ce ne sera pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Ce ne sera pas la Papouasie. Ce ne sera pas non plus la Nouvelle-Zélande, qui, somme toute, est une économie assez marginale. L'Indonésie, beaucoup de gens aussi, mais ce n'est pas un pays très riche et on ne partage pas grand-chose culturellement avec les Australiens. Donc, tout ce qu'il y a d'export de l'Australie est tellement seule au monde qu'elle n'a pas le choix de passer par la mer. Donc, elle se fait allier avec celui, peu importe c'est qui contrôle les grands détroits et les grandes voies maritimes de la planète. Ça a été longtemps les Britanniques, on s'est allié avec les Britanniques et pour leur offrir quelque chose en échange, on allait se battre dans les conflits des Boers, on allait se battre dans les conflits colonialistes les plus imbéciles de l'Empire britannique. Pas parce qu'on y croyait, hein, juste parce qu'on croyait qu'il fallait qu'on apporte quelque chose à notre allié si on voulait conserver cette alliance. Sinon, les Britanniques n'avaient rien à gagner à avoir une alliance avec l'Australie. Donc, l'Australie, on l'a vu aller se battre en Première Guerre mondiale, on l'a vu se battre dans la Deuxième Guerre mondiale, dans des guerres où elle n'avait absolument aucun intérêt. L'Australie n'avait pas de colonie, il n'y avait rien, aucun intérêt. Mais on s'est battu quand même. Pourquoi? Parce que c'était un allié qu'il fallait offrir quelque chose en échange. Regardez en Irak, en Afghanistan, des conflits qui ont rassemblé à peu près aucun allié des États-Unis. Même les alliés les plus fidèles, comme la France, comme le Canada, ont dit non aux États-Unis. Et pourtant, l'Australie a été. Pourquoi? Parce que les États-Unis contrôlent tous les grands passages commerciaux et maritimes de la planète. Et donc, pour cette raison, l'Australie doit être alliée des États-Unis. Et puisqu'elle n'a pas grand-chose à offrir, elle doit offrir son appui militaire. Ça paraît un peu réel politique, tout ça, mais c'est ce que c'est. C'est précisément ce que c'est. Et quand on se met à étudier le monde avec cet angle-là et qu'on le comprend avec cette espèce de joute des nations, là, cette espèce de choc tectonique qui se joue entre les grandes puissances de la planète, ça nous permet de comprendre beaucoup plus ce qui se passe autour de nous. Ça nous permet de comprendre quand il y a des conflits dans tel ou tel pays qu'on croit pas nécessairement pertinents là, dans la joute des nations, justement. Et là, soudainement, en voyant à travers ce prisme-là, ce prisme mondial, on se met à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... qui a beaucoup plus d'envergure qu'un simple affrontement entre deux ethnies ou deux petits peuples à quelque part. On pourrait remonter à l'Afghanistan, c'est un conflit stratégique. On pourrait remonter à l'Europe, tout ce qui se passe en ce moment entre la Turquie et la France, ce sont des conflits stratégiques. Cette guerre-là des intérêts entre les grandes puissances du monde, elle n'est pas terminée et elle ne se terminera jamais. Les alliés ne sont pas éternels. Rien n'est éternel pour une nation, sauf les intérêts. Pourquoi? Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Parce que les intérêts sont intimement reliés à un autre paramètre absolument invariable des nations, la géographie. Tant que la géographie reste la même, les intérêts resteront les mêmes. Ça peut paraître un peu simpliste, et ce l'est certainement. Ajoutons à ça, bien sûr, beaucoup de notions économiques, etc. Mais si on veut le voir d'une échelle absolument, une grosse perspective macro et avec beaucoup de recul, là, regardez la géographie d'une nation, comment elle se positionne dans le monde, quelles sont ses forces, ses faiblesses. Souvent, on va pouvoir comprendre toute la politique étrangère et souvent même intérieure du pays. Je pourrais en faire quelques-uns des pays lors de ces revues de presse. Ce soir, on a fait la Chine. Je pourrais faire le Québec, je pourrais faire le Canada, on pourra faire le tour de différents États comme la Russie. Mais ces pays-là, peu importe lesquels sont-ils, ont des intérêts qui déterminent la politique étrangère, qui déterminent, ce sont les intérêts supérieurs de la nation qu'on dit. C'est des choses que peu importe le premier ministre, peu importe le président, présidente, la position ne changera pas, tout simplement. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Ce soir, j'ai eu, vous le comprendrez, un bon moment aussi à parler de politique parce que ça fait déjà 1h30, c'est censé durer seulement une demi-heure. Donc, je vous apprécie encore une fois d'avoir passé l'heure avec moi. Je l'apprécie énormément. Je vous remercie, d'avoir passé l'heure avec moi. C'est un moment qui peut paraître un peu... j'allais dire un peu académique, mais j'essaie autant que possible de le rendre comestible pour que vous puissiez comprendre avec moi pourquoi je trouve ça aussi intéressant et pourquoi je pense que ces dossiers-là sont
important à comprendre. La question entre l'Inde et la Chine, c'est pas normal qu'on n'ait pas discuté ça et qu'on n'ait pas expliqué un peu plus le conflit qui se déroulait devant nos yeux et tous les intérêts et tout le danger extrême qu'il y avait dans cette situation-là, alors que ça s'est déroulé pendant des mois. Ça a duré presque 2 mois et demi cet été, on n'en a jamais parlé. Fait que je veux qu'on prenne l'occasion dans la revue de presse de revenir sur ces grands dossiers. Je vous remercie d'avoir été là ce soir et on se revoit donc la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Bye bye.